Oui, je suis du hood, oui, j'ai la poisse, je n'ai pas de la poudre, des millions et je me casse, maman est déçue, papa est déçu, dans mon foutu zoo, les petits veulent tous des sous. Tonton la roue, nous plus dangereux que vous, boy, fais pas le gangster, ou je te sers mon joujou, ou je te sers mon joujou. Et si ça tire, tire pour de la thune. Et si ça tire, tire pour de la thune. Et si ça tire, tire pour de la thune. Et puis ça tire, tire pour de la thune. Cousin, 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 je fais de la maïemba très loin, très loin. Très, 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 très loin. Je suis perdu dans mon quartier. Tous perdus, je suis perdu dans mon quartier. Tous perdus. Molenbeek, la base européenne du djihadisme, d'après certains médias. Cette étiquette lui colle à la peau depuis les attentats de Paris, le 13 novembre 2015. Plusieurs terroristes de ces attentats ont grandi dans ce quartier de Bruxelles. Quelques mois plus tard, la frénésie médiatique passée, nous retournons à Molenbeek et cherchons à comprendre. Nous sommes deux réalisateurs bruxellois d'origine étrangère. Nous connaissons ce quartier populaire de Bruxelles. Il n'est pas très loin de la Grand Place. Pourtant, les touristes ne s'y aventurent jamais. Il faut traverser le canal, qui s'apparente pour beaucoup, y compris pour les Bruxellois, à une barrière. Sur le pont de Flandre, nous rencontrons un groupe de jeunes et Fouad. Fouad est éducateur chez Avicenne, un centre d'éducation sociale du quartier. Fouad sera notre passeur, lui qui se présente à nous comme un adversaire de Daesh. Regarde, ce côté-là, t'as Bruxelles. C'est la frontière. Ce côté-ci, exactement. Moi, si je vous amène ici, c'est juste pour vous faire comprendre une chose. Vous ne devez pas vous limiter à cette frontière virtuelle pour vous empêcher d'aller en ville, d'aller voir la ville, d'aller voir la Grand Place, d'aller rencontrer d'autres gens. C'est-à-dire, il n'y a que ce pont-ci et vous êtes de l'autre côté. Vous êtes à 5 minutes de la Grand Place, vous êtes à 5 minutes de la Bourse, vous êtes à 5 minutes de tout. Je veux dire, ça vous appartient aussi. Ce qui nous frappe à Molenbeek, c'est ce mélange de population. Les gens sont dans la rue, sur les places. Nous croisons surtout des personnes issues de l'immigration. Plus d'une centaine de nationalités s'y côtoient. Mais la plus importante est celle d'origine marocaine. Molenbeek est la deuxième commune la plus pauvre de Belgique. Le décrochage scolaire y est très inquiétant. Le taux de chômage des moins de 25 ans est de 45%. Inadmissible et politiquement intenable. C'est pas soudain, je crois que c'est quelque chose qui est en train de pourrir depuis plus de 30 ans. Moi, je parle de plus de 30 ans parce que voilà, j'en ai 37 bientôt et que je suis né à Molenbeek, j'ai grandi à Molenbeek, je connais les Molenbeekois, j'ai travaillé à Molenbeek, voilà. C'est une situation qui pourrit depuis plus de 30 ans, en réalité qui pourrit depuis le début de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté 60 ans de discorde linguistique entre les francophones et les flamands. C'est peut-être une des raisons qui a fait qu'on n'a pas assez regardé, on ne s'est pas assez impliqué sur le parcours d'intégration de ces primo-arrivants à l'époque qui venaient pour travailler. Que reste-t-il de ce passé industriel qui fut à l'origine de ces immigrations massives? Et ce canal, autrefois il était source de prospérité. Aujourd'hui, il est devenu une fracture sociale. Ce samedi, nous croisons Hans, qui fait visiter le centre historique de Molenbeek. La crise du logement a une répercussion mesurable sur l'état de santé des gens, mais aussi sur la pauvreté et sur la qualité de l'enseignement. Hans est historien, et ce quartier a peu de secrets pour lui. Il milite pour une vision humaniste de la société. Il nous guide à travers l'évolution sociale de Molenbeek. Le vieux Molenbeek tel que moi je le connais, il ne faut pas avoir peur. Par contre, il y a cette perception de l'insécurité, et là, il reste des défis. Trafic de drogue qui reste encore un peu trop visuel, voilà. La saleté, la perception de saleté qui est une forme d'agression. Hein. On va parler avec des jeunes, c'est eux-mêmes aussi qui le disent. Hein. Toutes ces nouvelles migrations, en même temps que les classes moyennes
en même temps que des touristes et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les années à venir? Peut-être ils vont ouvrir davantage le quartier. J'en discutais ici avec madame. Oui, voilà, une bonne terrasse à bière, ça nous manque. Ce serait vraiment bien que ça s'installe. Un autre aspect que j'avais oublié, c'est de temps en temps le rapport vis-à-vis des femmes. Donc je connais trop de femmes qui en ont marre qu'elles se font siffler. Je ne me sens pas menacée, mais j'ai envie de pouvoir m'installer tranquillement sur une place sans qu'on m'embête. Voilà, sans qu'on... Voilà. Mais pourtant, on m'embête. Voilà, voilà. Tout à fait. J'ai vraiment pas eu peur de rien. Donc, ok, on était un groupe, mais je pense aussi toute seule, je pourrais venir quand je veux. Je veux dire, c'est pas vraiment un problème. Je peux dire qu'entre le Molenbeek que j'ai connu fin 70, début 80 et jusqu'à ces derniers temps, je constate qu'il n'y a presque plus de la mixité sociale. Rien, absolument rien. Donc il y avait cette mixité, à l'époque il y avait des belgo-belges, des gens d'origine, etc., etc. Aujourd'hui, les belgo-belges, il faut vraiment les chercher pour les voir. À partir du moment où on a vu des gens dans le quartier déjà s'habiller en niqab, avoir des foulards de plus en plus longs, on était déjà vers une radicalisation déjà vestimentaire. Lorsqu'on voyait des commerces fermés être remplacés par des commerces beaucoup plus traditionnels, lorsqu'on voyait certaines affiches de spectacles être arrachées, par exemple. Donc on savait bien qu'on allait vers... c'était un retour en arrière. Le manque de mixité, ça ne peut découler que vers ça, vers l'intolérance, vers le fascisme, vers l'islamisme. Alors ça s'exprime parfois de manière très simple, ça s'exprime parfois lorsqu'on voit une femme qui n'est pas voilée et qu'on insulte. Ça s'exprime pendant le ramadan, si on voit quelqu'un manger, on lui crache dessus ou on a des menaces. Voilà, ça commence par s'exprimer comme ça et puis ça finit parfois par être beaucoup plus grave. Nous avons rencontré Ben dans la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek. Ben est acteur et metteur en scène. Il organise des ateliers de théâtre dans ce lieu d'échange, implanté au cœur du quartier. Ben est convaincu que l'éducation et la culture sont des remparts contre l'ignorance et ses dérives. Et on t'a gâté plus particulièrement? Très bien, ne ris pas. Alors si on rit, si ça part, on récupère la situation. Parce que le regard, il vient d'où? Le rire, il vient des yeux. Donc si ça arrive sur scène, on est dans la choucroute et la semoule. Ne ris pas, ne ris pas, ne ris pas. Voilà, respire, ne ris pas. Moi j'ai l'impression, allez, en regardant Molenbeek, peut-être je suis aveugle. Je suis assez optimiste personnellement. Moi je l'ai connu Molenbeek il y a des années. Oui, t'es là depuis longtemps. Oui, et je trouve que la dynamique est positive. Ouais. Toi tu ne trouves pas? Ben écoute, heureusement que dans le concret je me dis ça, parce que parfois lorsque j'entends les médias, parfois lorsque je vois certaines choses, je suis vraiment quand même assez attristé. Ouais. Et parfois quand j'entends les politiques et la langue de bois qu'ils ont, ouais. Voilà, ça me rend parfois assez pessimiste. Mais dès qu'on est dans le chaudron, dès qu'on est dans, je dirais, dans cette marmite bouillonnante de Molenbeek, et dès qu'on voit cette énergie qui s'active, on se dit chouette. Ben a grandi à Molenbeek et tenait à nous faire rencontrer Johan, cheville ouvrière du foyer, un des premiers centres d'accueil pour les jeunes de Molenbeek. Johan, c'est 40 ans d'implication dans la vie associative et sociale du quartier. Au début de l'Alenon, on était quelque chose comme une maison pour les jeunes qui traînaient dans la rue. Par après, ça s'est structuré beaucoup plus. On vise beaucoup, on regarde beaucoup l'éducation. Donc on cherche toujours la promotion des jeunes. Ça c'est un peu notre but. Et puis on offre aussi un service social, un service juridique pour des problèmes très concrets. Le label Molenbeek nous dépasse largement, c'est-à-dire que nous qui avons essayé de construire une image plus belle de Molenbeek, bon, on a complètement raté notre truc, puisque maintenant il faut accepter que le label Molenbeek signifie repère de djihadistes. Voilà, c'est ce qui ressort plus souvent dans les médias internationaux, français en particulier.
Il faut savoir que dans le Molenbeek historique, le vieux Molenbeek, donc la partie concernée, il y a environ 15 000 habitants par kilomètre carré. C'est énorme, c'est une densité énorme. Et c'est un miracle permanent que ça se passe bien tous les jours, malgré tout. Nous, dans le temps, on regardait Che Guevara, on savait très bien qu'on ne deviendrait pas Che Guevara. Mais c'était important, on avait l'affiche dans notre chambre. Maintenant, les affiches qu'ils ont, c'est le drapeau de Daesh. Et c'est ça qui ne va pas. 17 minutes d'une violence inouïe. L'État islamique vient de publier une vidéo à la gloire des 9 terroristes qui ont participé aux attentats de Paris le 13 novembre dernier. Un montage soigné, des mises en scène macabres, une signature posthume qui atteste la culpabilité des auteurs. Le seul survivant des attentats, Salah Abdeslam, en est absent. Les terroristes y sont présentés sous leur nom de guerre comme les 9 lions du califat qui ont sacrifié leur vie pour la cause. Outre des scènes insoutenables de décapitation, elles présentent des messages enregistrés par les terroristes. Des messages dans ce style. Vous vivez avec eux, vous dormez avec eux, vous mangez avec eux, avec ces koufars. Alors que vous pourriez au moins montrer un peu de fierté, leur cracher au visage, si vous ne pouvez pas trouver une arme, ou leur casser la tête avec une pierre. On se rend compte à travers ça qu'ils sont super organisés en fait. Ouais. Donc toi, tu vois une vidéo de propagande comme ça, t'as pas envie d'être la superstar. Ça va bien attirer les jeunes comme ça. Tu penses ? Ouais. Quand un jeune il voit cette vidéo qui n'a pas la connaissance ou qui n'a pas la capacité de comprendre comme toi ou comme vous le comprenez déjà aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Il pourrait se dire, ouais, voilà, moi aussi j'ai envie de devenir comme eux. Ouais. Se dire, je pourrais passer à la télé, les gens vont me voir. Et voilà, il se dirait, je suis une star, mais dans le mauvais côté. Est-ce que tu es conscient que ça pourrait peut-être t'arriver à toi aussi de penser comme ça? Ouais, ça pourrait m'arriver, mais voilà. Tu penses que ça pourrait t'arriver? Qu'est-ce qui ferait maintenant, que... Ouais. Maintenant, moi, ça pourrait pas m'arriver parce que je suis conscient de ce qui se passe, tout ce qui se passe. Mais les jeunes, des jeunes de quartier, des jeunes qui sont vite encore influençables, qui connaissent rien, eux, ça peut encore leur arriver. Ça arrive tous les jours à des jeunes comme ça. Les jeunes ici, à Molenbeek, c'est presque des enfants qui ont besoin de l'attention d'un éducateur comme les enfants du juge. C'est-à-dire que les enfants du juge, c'est un éducateur pour deux gamins. Ben, normalement, ici, ça devrait fonctionner comme ça. Un éducateur pour 2 gamins. Vraiment ça. Parce que le jeune a tellement de besoins dans ces quartiers-ci que voilà, ça demande énormément de travail. Et tout seul, un éducateur, par exemple, pour 10, 15 gamins, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Et puis, il faut se mettre à la hauteur des jeunes pour comprendre le jeune. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait beaucoup font, c'est qu'on vient, on fait une activité et puis ciao. Non, c'est plus ça aujourd'hui. Avant, oui, on pouvait. Maintenant, c'est fini. Quand vous entendez que quelqu'un de proche qui est parti, ça fait quoi? Ça fait bizarre. J'ai eu ça, un copain qui est parti, mais je l'ai pas vraiment beaucoup connu, c'était il y a longtemps. Et il est parti, quand on m'a dit ça, ça fait un choc. C'est choquant. Tu te dis, ça se peut pas, c'est pas vrai tout ça. Voilà. Tu dis que le type que t'avais en face de toi et tout, t'as parlé avec lui, ben il est parti à l'autre bout du monde pour tuer des gens, se faire exploser. Mais ça, c'est plus du suicide qu'un acte terroriste. Voilà. Ouais. C'est plus pour terminer sa vie, peut-être. Approcher directement, non, mais tout le monde connaît quelqu'un qui est parti, tout le monde connaît quelqu'un qui est mort là-bas, ou tout le monde de près ou de loin, et ça fait qu'on ne peut pas rester indifférent. Souvent parce que les gamins se sont côtoyés sur ne fût-ce que les bancs d'école. Rien que le choc à ce niveau-là. Mais il était avec moi en classe, de ma première à ma 6e. Waouh. On se rend pas compte, hein, mais c'est un choc pour le gars qui était dans sa classe, parce qu'il a rigolé avec lui, il a partagé la gaufre avec lui. Ils ont copié ensemble sur un contrôle. Ils sont bagarrés, mais ils se sont construits ensemble. Si vous aviez en quelques mots un message à passer par rapport à tout ce qui vient de se passer, par rapport à ce comportement, à ces choses-là, vous diriez quoi? Ne pas avoir peur et puis être très fort face à la menace. Je pense qu'à faire de l'argent.
comment ils sont arrivés aller se mettre à Ouais. stade. Elle a mis des ceintures et des bombes et tout ça, elle s'explosait. Mais c'est quoi ça? Et c'est quoi? C'est un jeune de 22 ans, 23 ans, il a tout l'avenir, toute la vie devant lui. Et là, puis de malheur à lui-même, à la société, à ses parents en plus. Les parents qui souffrent. Moi, je lui parle que de ça à la maison, le respect. Le respect. Et bon, en plus, il faut aimer l'un à l'autre. Et il ne faut pas jouer l'hypocrite. On est tous des êtres humains. Bien sûr. On n'a pas de différence entre un chrétien ou un juif ou n'importe Nous sommes tous des frères, Nous sommes tous les mêmes. Dieu nous a dit dans le Coran ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الجبال طولا. أبدا, jamais, jamais, jamais. Au contraire, essaye de rendre service à la société. Essaye de rendre service aux gens. Le prophète, il n'a jamais détesté qui que ce soit. Il a toujours aimé les gens. Ce qu'on trouvait nous bizarre, par exemple à Molenbeek, où il y a plus ou moins 22 mosquées, plus que dans n'importe quel village au Maroc, on trouvait ça complètement surréaliste. Pourquoi autant de mosquées? Pourquoi les mosquées n'étaient pas contrôlées? Les prêches étaient faits en arabe. C'est comme si vous allez assister à une messe en latin. La plupart des jeunes ne comprenaient pas ni le langage, ni les codes. Et puis voilà, on sait très bien tout le travail qu'a fait l'Arabie Saoudite et les wahhabistes. Ils étaient déjà bien implantés dans la plupart des mosquées. Ça a contribué. Parce que maintenant on dit oui, mais les attentats, les jeunes n'allaient pas nécessairement dans les mosquées, tout ça. Oui, c'est possible. Mais n'empêche que ça a fait beaucoup de tort. Ça a fait beaucoup de tort. Hein. Fouad nous présente Hamid. Hamid a été le premier policier d'origine maghrébine de Belgique. Dès la fin des années 80, Hamid dénonçait déjà les discours haineux qui contaminaient les mosquées bruxelloises, au vu et au su des autorités du pays. À l'époque aussi, bon, j'ai assisté, parce que bon, je suis pratiquant, donc à certaines prêches où on interpellait les papas, les fidèles qui étaient présents, en leur disant, bon voilà, vous avez laissé vos femmes travailler, vous avez laissé vos fils habillés à l'européenne, et vous n'êtes pas des bons musulmans, et Dieu est en train de vous punir, parce que bon, dans les années 80, il ne faut pas oublier qu'il y avait la crise industrielle, où les mines et certaines sociétés, grosses sociétés industrielles fermaient. Donc ces gens-là liaient la problématique du chômage et de la fermeture des industries sociale, ouais, au comportement non religieux. Et il y a certaines familles qui se sont dit, c'est vrai, certes, nous sommes des musulmans, nous devons revenir à l'essentiel. Est-ce que l'essentiel à l'époque était uniquement le port du voile et le respect des uns des autres, etc. Bon, jusqu'à là, il n'y avait pas de souci. Mais de là à inculquer une religion qui exclut l'autre, qui ne respecte pas l'autre, qui divise. Donc si on prend la génération actuelle qui est née dans les années 70, elle a 40 ans, leurs enfants, qu'est-ce qu'ils ont connu? Ils ont connu uniquement cet islam englobant. Nous, les anciens, on a connu l'islam de chez nous, tolérant, ouvert, voilà, nulle contrainte dans le Coran, le respect de l'autre. Mais ici, non, c'est uniquement l'islam englobant, matin et soir. Et c'était dans tous les lieux de culte de notre capitale de l'Europe, Bruxelles. Hein, donc c'était pas spécifique uniquement à un quartier. Non, 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 c'était partout et surtout dans tout le pays. Salam alaikum, ça va? Salut Kesseline. Salam alaikum. Vous avez fini l'école maintenant là? Jamel est imam à Molenbeek depuis une vingtaine d'années. Lui aussi a été confronté aux dérives islamistes dans le quartier. Jamel prône une vision moderne de l'islam, adaptée à nos démocraties. Il a dû faire face non seulement à une sérieuse menace d'attentat par un groupe d'extrême droite chrétienne, mais également aux recruteurs de Daesh, qui agissaient aux portes de sa mosquée.
toutes ces guerres au Moyen-Orient sont des guerres d'ordre économique et idéologique. Entre les deux idéologies aussi, et ce qui est incroyable, c'est que chacun va chercher les arguments pour convaincre l'autre. Ces arguments arrivent ici, chez des jeunes qui ne connaissent pas leur religion, des jeunes qui vivent à la marge de la société. Et les recruteurs, ces réseaux mafieux, criminels, utilisent cette fragilité chez ces jeunes-là. Ici, vous n'êtes rien. Là-bas, vous serez une personne, vous aurez des moyens, vous allez défendre votre religion, vous serez valorisé, vous allez défendre l'ennemi. Je ne sais pas qui est l'ennemi. Et on amène ces jeunes-là à faire la guerre. Et puis un jour, on passe à la phase 2. On utilise même ces jeunes-là pour revenir dans leur famille, revenir ici dans le pays où ils sont nés, où ils ont grandi, pour faire des attentats. Donc, quelque part, on a assisté à l'émergence de ce radicalisme depuis de longues années. C'est dur aujourd'hui que certains politiques, à une époque où on regarde les personnes d'origine irlandaise, on les regarde comment des élections pour avoir leur voix. Comme vous savez qu'il y a plus de 100 000 voix d'origine musulmane à Bruxelles. Donc certains politiques ne vont pas embêter les musulmans, ils ne vont pas mettre en colère certains leurs alliés stratégiques du Moyen-Orient. On laisse aller les choses, c'est pas grave, c'est entre eux. Mais aujourd'hui, on est tous concernés. Moi, je connais des imams, je ne cite pas des noms, pour ne pas les vexer. Mais pour moi, ils doivent faire un pas de côté. Un pas de côté, il n'y a pas à discuter. Ils ont participé indirectement à la radicalisation, à ce qui est arrivé aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes de nouveau qui participent à la déradicalisation. Avec monnaie, donnée par la région. Il y a un problème. Non, est-ce qu'il y a un problème, Il y a un très gros problème là. On doit mettre le doigt sur les véritables raisons et les véritables sources de ce radicalisme. Que je sois ministre, bourgmestre ou chef de la sécurité, je dois assumer mes responsabilités et qu'aujourd'hui, on doit, entre citoyens belges, parler entre nous un langage franc et honnête et vous dire où ça a foiré chez nous, où se trouve le problème. Je suis perdu dans mon quartier. Nous savons que la Belgique a cette triste caractéristique d'être un des pays où, proportionnellement au nombre d'habitants, les jeunes gens qui se radicalisent et qui partent en Syrie est un des nombres les plus élevés en ce qui concerne l'Europe. C'est interpellant, c'est inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant lorsque l'on voit que parmi les gens qui ont commis les attentats de Paris, il y a des jeunes qui ont fréquenté nos écoles, il y a des jeunes qui étaient à l'école publique. Comment se fait-il que notre école ne parvienne pas à proposer autre chose à ces jeunes qu'un avenir aussi sombre que celui de se lever un matin et de se dire qu'on va se faire sauter et qu'on va en même temps tuer des innocents? Il y a là quelque chose qui évidemment... Depuis le début du conflit syrien, plus d'une cinquantaine de jeunes du quartier sont partis combattre auprès de l'État islamique. La cellule anti-radicalisation de Molenbeek est une des premières créées en Europe. Olivier, son responsable, nous a proposé de l'accompagner lors d'une formation destinée aux enseignants. C'est quand même fortement complexe. Alors la radicalisation conjugue deux éléments. D'abord un discours radical, et je rappelle qu'en vertu de nos principes légaux, il n'est pas interdit d'avoir des discours radicaux en Belgique, de quelque nature qu'ils soient. La radicalisation devient un problème lorsque elle postule et qu'elle implique un recours à la violence. Les jeunes qui partent, qui sont radicalisés, ce sont des jeunes qui sont essentiellement désislamisés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que leur degré de religiosité, il est proche de zéro. Ça signifie qu'ils ne fréquentent jamais les mosquées. Ça signifie qu'ils ne parlent pas l'arabe. Ça signifie qu'ils font le ramadan mais qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ça signifie qu'ils boivent. Ça signifie qu'ils consomment de la drogue. Et donc, il y a un moment donné,
Il faut pouvoir comprendre comment est-ce que la religion va devenir le vecteur central de leur existence. Et donc, ils ne fréquentent pas les mosquées. Donc, il ne faut pas croire que c'est dans les mosquées que la radicalisation survient. Par contre, les mosquées ont une énorme responsabilité. Est-ce que certains jeunes susceptibles de se radicaliser vous parlent parfois du conflit israélo-palestinien, qui est quand même un conflit qui est en train de pourrir? Moi, je suis enseignante, je donne cours à des primo-arrivants. Il est déjà arrivé qu'on évoque ce problème-là. Je sens qu'il est brûlant et il est peut-être à l'origine aussi d'une victimisation. Est-ce qu'il est opportun ou non d'en parler? Pour pouvoir faire un débat sur la Palestine, il faut être blindé, il faut connaître l'histoire, il faut pouvoir expliquer les choses. Moi, je n'ai pas cette prétention-là. Par contre, quand des jeunes m'en parlent, je dis voilà, on est dans un monde plein de paradoxes. C'est comme la théorie du complot. Hein. Je veux dire, c'est très compliqué pour un enseignant ou un travailleur de venir déconstruire des propos tout faits par rapport à la théorie du complot. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est, il y a des faits. Il y a l'interprétation des faits. Après, il y a les émotions qu'on met sur l'interprétation des faits. Ensuite vient le débat. Quand un jeune part en Syrie, il nous interroge. Il interroge la société. Et le constat que j'ai envie de faire en tant qu'enseignante, c'est de me dire que l'école, vraiment, est un échec aujourd'hui. Alors oui, il y a des écoles actives, il y a des écoles qui vraiment favorisent l'inclusion, il y a des écoles qui favorisent le discours entre les identités, mais elles sont rarissimes. Ils ont envie de vous dire « Madame, vous avez vu la théorie du complot, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ?» Ils vous donnent des sites tout le temps, tous les jours. Et c'est des sites incroyables où il faut nous-mêmes être hyper informés pour pouvoir les aider. Mais normalement, on n'a pas le temps, c'est pas dans les programmes, on n'a pas les compétences pour. Alors on fait quoi? On fait comment? On fait avec les moyens du bord, et c'est pas terrible. Comment agir? Comment guider cette génération sans avoir les outils de dialogue adéquats? Olivier nous confie qu'il accorde beaucoup d'importance au témoignage et n'hésite pas à inviter des personnes au passé controversées comme Mourad. Français issu de la banlieue lyonnaise, Mourad a été capturé au Pakistan, peu après le 11 septembre. Mourad fut suspecté d'actes terroristes. Il a été emprisonné 3 ans à Guantanamo. Est-ce qu'à Guantanamo ou en prison, en France, est-ce que tu as vu des gens réellement se radicaliser? Donc des gens qui Alors Guantanamo, il faut être clair, hein, Guantanamo, c'est une fabrique de radicalisation, c'est une fabrique même de djihad, c'est l'école du djihad Guantanamo. C'est-à-dire qu'autant il y en a qui en sortent, qu'ils arrivent plus ou moins à reconstruire leur vie, mais ceux-là on n'en parle jamais, hein, de toute façon. Mais il faut rappeler aussi qu'il y en a qui sont sortis de Guantanamo, qui ont fini sur le front, alors qu'ils n'avaient même pas combattu avant ça. Il y en a même qui ont fini chef de groupe. On a eu 3 Marocains très connus qui ont fini chef de groupe. Il y a eu les attentats de Charlie. En France, c'est qui a revendiqué les attentats de Charlie? C'est Al-Qaïda au Yémen. Il y a Al-Qaïda au Yémen, on sait qu'un des numéros 2, alors il a été tué après par un drone américain, je crois. Il venait de Guantanamo, tu vois. Oui. Et toi, comment tu vas? Ça va. On est un jeune, on a envie de prendre des risques. On sait qu'il y a une part d'ombre, il y a quelque chose de chelou, mais c'est ça qu'on va chercher malheureusement. Mais une fois qu'on arrive sur place, c'est trop tard. Il fait très chaud, il y a un entraînement militaire, on nous apprend à manier les armes, la kalachnikov, à tirer au pistolet, lancer des grenades, les explosifs aussi, on nous montre différentes sortes d'explosifs. L'électronique, comment on fabrique une bombe avec de l'électronique. J'avais basculé dans autre chose. Surtout quand, parce que le soir il y avait des discours religieux, il y avait des imams qui venaient faire des discours. Puis il y en a un qui vient un jour, mais lui je vois bien qu'il n'est pas comme les autres. Celui quand il arrive, il a des gardes du corps. Et en plus, dans son discours, il a un discours qui n'est pas comme les autres, parce que lui il vient expliquer, il vient parler des attentats suicides. Il incite les jeunes à aller commettre des attentats suicides. Et en fait, cette personne, c'était qui? C'était Oussama Ben Laden. Je me pose la question concernant le 11 septembre, concernant Oussama Ben Laden. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que ce que vous me racontez, c'est vrai? Parce que moi, certes, il y a ce qu'on dit à la télé, puis il y a l'autre partie du monde qui dit qu'en fait, Oussama Ben Laden, il n'a jamais existé. Comment est-ce que moi, je peux vous croire? C'est pas un fantôme que j'ai vu. Je vais même vous faire une confidence, je lui ai serré la main. Ça, au moins, j'ai cette certitude. Et puis surtout, il a eu cette phrase où il disait il va y avoir une frappe aux États-Unis. Après, est-ce que les complots existent? Certainement que dans la vie, il y a des complots aussi. Hein. C'est aussi une réalité. Hein. On l'a bien vu avec la guerre en Irak. Hein. Ils ont inventé en disant qu'il y avait de l'anthrax ou je sais plus quoi. C'était faux. Tu avais quel âge? J'avais 19 ans. Seulement? Ouais. La plupart ici, ils ont 19 ans. Je n'aurais pas dit à mes parents que j'allais en Afghanistan.
Et puis c'est à la télé qu'ils ont appris que j'étais à Guantanamo. Vous imaginez le choc pour ma maman? Quand elle voyait ces images de personnes habillées en orange et qui se faisaient torturer. Allez, dans nos proches, moi j'ai plein d'amis qui sont partis, j'ai vu des messages de... On promettait que voilà, ta maman sera tranquille, t'inquiète pas pour elle, on s'en occupe, ta petite sœur. C'est vraiment, ils prennent par les sentiments et ils vont chercher vraiment le point faible de la personne. Ils apprennent à la connaître jusqu'au bout et ils sont très forts les recruteurs. Voilà, ils vendent du rêve. Si on me dit maintenant, je suis sûr à 1000% que si je fais ce djihad, si je m'explose, je vais au paradis, ben, je vais pas vous mentir que voilà. Personne n'ira pas. Personne n'irait pas. Vous voyez, je vous dis, eh ben on leur montre un chemin facile, comme l'argent facile. Voilà, on prend un chemin qui est facile et on leur propose, voilà, ça, paradis. Et le gars, il est désespéré, il prie pas, il fait rien du tout, il est vraiment pas religieux. Nous sommes surpris par les propos de certains de ces jeunes. Cette jeunesse, on ne la connaît pas. La tentation d'un chemin facile devient alors bien réelle. Mais ont-ils encore d'autres choix? Mais la génération d'aujourd'hui, les 15-30 ans, c'est une génération radicale, point barre. Pas radicalisée, pas islamiste, une génération radicale, c'est oui ou non, noir ou blanc, point. Il n'y a plus de juste milieu, on ne discute plus. Vous nous avez assez baratiné. Même nous, hein. Moi, on me dit, toi, ils ont réussi à t'arnaquer. Nous, ils vont plus nous arnaquer. T'imagines? C'est qui eux? Ben, eux, c'est le système, d'une manière générale. C'est les Belges qui ne veulent pas engager ces jeunes Belges issus de l'immigration. C'est ce racisme ambiant, cette discrimination ambiante et camouflée. Alors, je ne dis pas que tout le monde est raciste, hein, au contraire. Bien, au contraire, la Belgique est justement un des plus beaux pays où on peut vivre. Je parle vraiment du peuple belge, parce qu'on a ce brassage cosmopolite, multi-ethnique, multi-religieuse. Je veux dire, quelque chose qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, ou aussi facilement ailleurs. J'ai l'impression des fois qu'on est venu nous faire du mal parce qu'on était bien. Je te sers mon joujou. Et si ça tire, tire pour de la thune. Et si ça tire, tire pour de la thune. Et si ça tire, tire pour de la thune. Et puis ça tire, tire pour de la thune. Cousin, 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 je fais de la maïemba très loin. Merci. Oui. Je t'écris cette lettre avec beaucoup d'amour. Elle est pour toi, ma maman d'amour, que j'aime au nom d'Allah Azzawajal. Je pense fort à vous. À chaque moment, tu as été pour moi une bonne maman. Tu es tout ce que j'ai de plus cher au monde après l'islam. Tu es une maman magnifique, Masha'Allah, et tu le resteras jusqu'au dernier moment. Je te demande pardon pour toutes les disputes. Pardon si je t'ai fait mal. Pardon. Je t'aime, ma petite maman. Ne sois pas triste. Je me rappelle tout ce que tu as fait pour nous. Seul, sans papa, qui a fait sa vie sans se retourner vers nous. Maman, tant de nos sœurs se font torturer, violer. Tant de nos frères se font tuer. Mes frères et sœurs ont besoin de nous. Je t'aime, ma petite maman. Je t'aime de tout mon cœur. Nora, Khattab. La fille de Samira et le fils de Véronique sont partis et ne reviendront peut-être pas. Elles souhaitent pourtant agir, partout où on les accueille, pour éviter à d'autres parents ce qu'elles ont vécu. Que ferions-nous à leur place? Et Samira. Bienvenue Samira. Et le petit, c'est Yanis. Yanis. Il a un beau prénom, vous avez vu, hein. Votre fille s'appelle comment? Nora. Nora. Elle est toujours en Syrie? Elle est toujours. Ça va faire bientôt 3 ans. Et ils sont partis à peu près en même temps. Oui. Mon fils est parti fin 2012. Il est toujours là-bas. Vous avez des contacts Non, j'ai plus de contact pour le moment. Nous, on se réunit entre mères et pères. On essaie de se soutenir les uns et les autres. Parce qu'on a d'aide de personnes. On a fait des manifs. Tout Au ça. début, on a fait beaucoup. Personne, hein. On avait des soutiens de personne. Personne nous a aidés. Hein. Maintenant, notre combat, c'est les jeunes de Menandi ici. Parce que si on peut en sauver un ou deux, ou tout ça, c'est un peu de nos enfants. Moi, je suis content quand j'entends qu'on a empêché un de partir. Je me dis, allez, quand même, c'est un peu Nora. Je ne me tairai jamais. Parce que je me dis, au moins, quand le jour où elle reviendra, elle pourra dire, ma mère, elle s'est battue pour moi. Je ne me suis pas restée dans mon fauteuil assis et qu'on vient m'annoncer qu'elle est décédée. Au moins, j'aurais tout fait.
J'ai alerté les médias, j'ai raconté mon histoire, j'ai été jusqu'en Syrie, j'ai tout fait, tout, et je continuerai. Hein. Véronique est l'une des fondatrices de l'association des parents concernés. Ils se réunissent chaque lundi à Molenbeek. Nous y avons rencontré Olivier, le papa de Sean. Ce que je vais dire, c'est que voilà, je suis le seul papa du groupe. Et parfois, je me demande pourquoi. Et j'ai pas beaucoup de réponses par rapport à ça. Et ça fait maintenant 3 ans que Sean est mort en Syrie. Parfois, c'est dur pour moi d'être seul dans le groupe avec toutes ces femmes que j'admire beaucoup d'ailleurs, qui sont magnifiques et qui ont beaucoup de courage. Et en même temps, c'est pas évident, c'est pas facile tous les jours, ce combat et essayer de reprendre nos moyens dans cette souffrance et d'en faire quelque chose pour, je sais pas si on peut dire pour aller mieux, en tout cas pour donner une réponse la plus bénéfique possible. Depuis le début du conflit en Syrie, 614 jeunes sont partis depuis la Belgique. Comment les a-t-on laissés partir? Pourquoi n'avons-nous rien fait? On dit souvent, tiens, ce sont des gens qui sont radicalisés en dernière minute. Voilà, islamisation lambda. Voilà, en Pâques, voilà, les 3 derniers mois, les 4 derniers mois. Donc je sais pas. En tout cas, si on avait envie de faire ça, c'est qu'à un moment, il y a cette pulsion aussi de pouvoir faire du mal, de tuer. On le dit pas assez. Hein. On le dit pas assez. Je pense qu'on dit souvent, oh, c'est des pauvres victimes. Ah oui, mais c'était vraiment quelqu'un de très chouette. On ne comprend pas. Moi, je pense que, voilà, ou c'est des gens qui étaient aussi dans des trafics d'armes, ou c'était des délinquants, ou c'était des gens qui étaient dans du business pas très clair. Et puis, il y a aussi cette pulsion de vouloir faire du mal et de tuer, il faut le dire aussi. Voilà, je veux dire, voilà. Ces mecs n'allaient pas chanter des chansons, quand même. Hein. Vendredi 18 mars dans l'après-midi, nous sommes en plein tournage quand nous parviennent des cris, des coups de feu, des sirènes. Nous fonçons rue des 80. Sur les lieux, une effervescence inimaginable. Des caméras partout. Que se passe-t-il encore à Molenbeek? Moi, je suis croisement à la rue des Osiers et rue des 80 et tout est bloqué, donc on ne peut pas rentrer. Donc il y a plein d'informations contradictoires et donc voilà. Et certains disent qu'ils auraient arrêté Salah Abdeslam, d'autres disent que c'est pas confirmé. Donc voilà, je ne sais pas t'en dire plus. Il était l'homme le plus recherché du royaume et pourtant il était caché pas très loin dans le quartier de son enfance, Salah Abdeslam. À être soigné pour le moment, juste derrière nous, derrière. Des attentats de Paris aura finalement été arrêté hier dans la commune de bruxelloise de Molenbeek après 127 jours de cavale. Il a été arrêté dans l'après-midi à l'issue d'une vaste opération policière rue des 80. On dit aussi dans le quartier nul n'ignorait ou beaucoup n'ignoraient pas la présence et ont protégé cette présence. C'est une forme d'héroïsation aussi. Salah Abdeslam est peut-être devenu le héros d'une cause. Je ne dirais pas que c'est un héros, mais en tout cas pour les jeunes, c'est clair qu'il y a un potentiel. Il ne faut pas parler de communauté, il faut sans doute parler d'individus et il ne faut pas se leurrer, il y a sans doute des gens qui n'ignoraient pas ce qui se passait. Alors je ne dirais pas qu'il y a une complicité proactive, mais il y a peut-être, en tout cas, dans une certaine mesure, une complicité passive. Il y a à peu près une vingtaine de caméras, des cartes satellites, des journalistes de la presse étrangère et finalement qui essayent d'en savoir. Il a probablement été aidé, peut-être par des sympathisants, mais aussi, je pense, par des gens qui le connaissaient. Le gouvernement est déterminé à continuer sa lutte contre le terrorisme et à véritablement éradiquer tout lien avec
des terroristes qui se trouveraient sur son territoire. Comment vous pouvez expliquer les gens en Slovénie pourquoi toujours Molenbeek? Quels sont That's a long story. Thank you very much. Les jeunes reprochent, la majorité des jeunes reprochent à Salah, entre autres, d'avoir stigmatisé la communauté même, leur jeunesse même, d'avoir grillé, comme ils disent dans leur jargon, leur jeunesse, grillé leur réputation. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et ils sont vraiment dans... Et ça, ils sont vraiment dans ce truc-là. Et ils disent aujourd'hui, dans leur langage, purée, quand même, hein, ils ont foutu la merde, ils nous ont foutu dans la merde, c'est con. Ouais, il n'y avait que moi. Mes copines ils sont parties. Et après, ils ont commencé à... Ils me disaient comme ça, ils me fouillent. Et après, ils m'ont dit ouvre ton sac. Et quand j'ai ouvert mon sac, il n'y avait rien du tout. Ils m'ont dit partir. Mais quand je voulais prendre le métro, ils m'ont dit attends le prochain. T'as rien fait, mais... Le métro était devant. Faire ce service, hein. Je n'ai rien fait avec le foulard, peut-être. Tes copines, elles sont en foulard? Non, il n'y a que moi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas grave. Tu fais rien, tu n'écris rien. Ça m'a bossé, j'étais ratchki. C'est pas ratchki, non. Ça fait. Ça fait? Ouais. Tous les parents qu'on connaît, ils ont peur pour leur enfant. Parce qu'imagine, ton fils, il est avec toi à la maison. Maintenant, comment mon fils Mohamed, il est avec moi à la maison. Je sais que je peux lui faire confiance, mais une fois qu'il sort dehors, tu vois, il ouvre la porte, je ne sais plus ce qu'il fait dehors. Et la plupart des jeunes, ça, ils disent, ouais, les parents, ils ne connaissent rien. C'est qu'ils ont été manipulés par un petit connard. On ne va pas être vulgaire. Hein. C'est ça, le recruteur. واحد اخر عم شالو في المخ ديالو هذا كيسلم هذا شنو غادي يعمل Il a 24 ans maintenant. Il a toujours aimé le sport, il a toujours été dedans. Mais pour ça, les parents, ils doivent être aussi derrière lui. Parce que moi, quand il a commencé, il avait 7 ans. Je devais le conduire, le ramener, rester avec lui dans la salle et tout. Et c'est ça qu'on demande aussi aux parents qu'ils doivent faire à leur enfant. Ne pas le laisser partir tout seul, parce que 100% que le gamin, dès qu'il sort de la salle, tu ne sais pas où il va y aller. Hein. Bouge la gauche. Bouge la gauche. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Qui est le papa ou la maman qui ne serait pas fier? Tiens, porte ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moi, je faisais des petites bêtises, mais ils étaient toujours là derrière moi. Ils voulaient rien lâcher, quoi. Et je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Sans eux, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Parce que dans la rue, il y a souvent les personnes infréquentables. Hein. C'est des personnes qui... Il n'y a pas que le risque de radicalisation, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi les drogues, il y a aussi les vols, il y a aussi les... Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des gens qui réfléchissent, qui disent que c'est pas l'islam, et d'autres naïfs qui croient ce qui se passe et voilà. Ils font ça au nom de l'islam. Ouais. Si ils disaient avant d'exploser au nom du Père, du Fils, et là on va dire ah ils font ça, c'est des catholiques. Non, eux ils disent Allahu Akbar, c'est quoi, Dieu est grand et ils s'explosent. Normalement ils font ça au nom de l'islam. Donc quelqu'un qui n'est pas musulman, qui connaît rien de l'islam, il va entendre ça, il va dire c'est un musulman. Tous les musulmans ils sont fous. On est des gens comme tout le monde, mais simplement voilà. On est étiqueté, voilà, islam égale terroriste. On va passer chez moi demain, avec les parents. Après Paris, Bruxelles, ce 22 mars 2016. Nous sommes sous le choc, glacés par l'horreur, déboussolés. Ça devait être notre dernier jour de tournage. تلفت انا اليوم خدامه وتالفه في الخدمه ما عرفتش تنخدم بالخلعه فينا الخوف بنادم دابا يخاف يمشي يركب في مترو يمشي يسافر يمشي يعني في الطريق يجيك الخوف
franchement, je vous dis, carrément, je le répète encore, si mes enfants, ils ont fait ça, avant eux, moi, je me pète une balle. Ah oui. Je suis pas fier pour la société. Pour la société, c'est la haine, c'est la haine. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Disons qu'après l'arrestation, beaucoup de Molenbeekois, en tout cas, étaient rassurés en disant « Ouf, voilà, c'est fait. La commune va commencer à respirer, on va arrêter de la montrer du doigt, de la stigmatiser. » Et puis là, on est reparti, quoi. C'est reparti. Voilà, Molenbeek, Malbeek, voilà. On risque de confondre de nouveau, voilà. Et puis, voilà, je dirais, c'est une suite de l'horreur, voilà. Mais voilà, je pense que ce soit le milieu associatif, que ce soit les personnes, que ce soit les gens, que ce soit les artistes, il faut monter, il faut se battre. La vie doit vivre et il faut montrer à ces barbares qu'ils ne nous arrêteront pas. Voilà. Ce sont des voyous qui étaient délinquants, qui se sont radicalisés. On a laissé prospérer On aussi. ne les a pas laissés prospérer, évidemment, madame. On a toujours lutté contre les voyous, on a toujours lutté contre la délinquance. Comment ? Mais ce n'étaient plus des délinquants, ce sont devenus des radicaux. C'est devenu un réseau terroriste, comme vous-même, vous en avez connu en France, par rapport aux attentats de Charlie Hebdo, par rapport à l'hypercacher, par rapport à Toulouse. Ce sont petit, des Molenbeek, réseaux. en même temps, c'est- Mais non, Molenbeek, c'est un quartier d'une ville de 1 million d'habitants. Ce n'est pas petit. C'est un quartier de 100 000 habitants dans une ville d'1 million d'habitants. Donc, avec une forte concentration ici, dans le centre de Molenbeek. Mais sinon, c'est un quartier, je dirais, comme les autres. Est-ce que vous savez si les frères El Bakraoui ont grandi ici aussi ou pas? Je n'ai pas d'informations en ce sens. Voilà. J'ai Merci. rien d'autre à dire, merci. Merci beaucoup. Voilà. « 32 morts, 340 blessés. Le dialogue est le point de départ. Nous rencontrons les femmes de Dar el Amal, la maison de l'espoir. Il y a un monsieur qui est venu me voir, donc c'est un monsieur qui travaille dans l'école, qui a été très très touché par ce qui s'est passé, comme nous toutes d'ailleurs, et donc qui m'a dit Fadila, je t'offre ces fleurs parce que je pense très très fort à votre communauté. Ça touche parce que, oui, il y a du chagrin, il y a de la colère aussi, il y a de l'incompréhension, et on comprend, enfin oui, on comprend pas, et donc voilà, moi je me dis, comment se fait-il que ces jeunes puissent faire des choses comme ça? C'est pas acceptable, non. C'est pas acceptable. Tu es des gens pour rien qui sont partis pour travailler et aller à l'école. Et Des innocents. Des innocents. Innocents. Moi, hier, 20 ans de ma vie est parti. Le temps que j'ai eu une nouvelle de ma fille et de ma belle-fille et des petits-enfants, parce qu'ils prennent le métro à cette heure-là. Hier, je parlais avec mon papa, et donc mon père me dit ma petite fille, tu sais, nous, ça fait plus de 50 ans qu'on est en Belgique. On s'est battu. Quand on est arrivé, on n'avait rien. On n'avait pas de mosquée, on n'avait pas de boucherie, on a des boucheries halal, on n'avait rien dans le quartier. On est arrivé, on était seuls. Nos mères, elles étaient seules. Pour celles, en tout cas, qui ont connu les années, les parents qui sont arrivés dans les années 60, on n'avait rien. Et puis, ce pays nous a acceptés, nous a apporté pas mal de choses. Et on s'est battu pour que nos enfants puissent réussir. Et voilà, c'est comme ça qu'on les remercie. Ça fait peur à tout le monde. Mais c'est pas parce qu'on a peur qu'on va rester fermé.
On va sortir, on va faire ce qu'on fait toujours. On ne va pas laisser les champs libres pour des gens mauvais. Il faut être Et il n'y a pas que des gens mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé que nos enfants ont dérivé comme ça? La dérive, d'où elle vient? On ne sait pas. Il n'y a pas d'école pour être parent. Non, il n'y a pas Voilà, on d'école sait pour pas être apprendre parent. à être parent. Mais je pense que tous les parents ont les mêmes difficultés partout. Mais le dialogue doit se réinstaurer dans les familles. Parce que ça, je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu des familles déchirées et que les jeunes n'ont pas su. Moi, quand on discute avec des groupes de jeunes, ils disent mais de toute façon, pourquoi en parler? On ne nous a jamais parlé, nous. Les amalgames font des dégâts durables. Les jeunes de Molenbeek sont pris en otage par les extrêmes. Les autorités du pays renforcent la sécurité. À l'ordre du jour, favoriser le sécuritaire au détriment du préventif et du dialogue. Mais est-ce vraiment la seule solution? Déjà novembre, mais mars, ils ont réalisé ce qu'on disait en novembre. Parce qu'en novembre, on disait, mais non, t'as pas compris, Daesh, il va faire sauter tout le monde. S'il vient faire sauter tout le monde, c'est même ta mère, elle passe avec. Hein. Mais non, c'est pas possible, pas une maman avec le foulard ou une maman de chez nous. Mais après, maintenant, on ne doit même plus répondre à ces questions-là, puisque le 22 mars est passé. Et là, on a vu tout ce qu'il fallait voir. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est à l'abri. Point, barre. Il te dit, oui, mais on est musulmans. Mais non, t'as pas compris. Ce ne sont pas des musulmans. Je voulais vous poser une question sur ce qui s'est passé ce 22 mars. C'est pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont explosé dans l'aéroport et dans le métro? C'est une bonne question, on se la pose aussi. Je pense qu'ils étaient pleins de haine. C'est comme ça que moi je vois les choses, mais je ne suis pas certaine d'avoir la vérité. Je ne suis pas dans leur tête. Et voilà. Pour moi, c'est une haine, c'est une frustration. Et vous, comment vous pensez qu'ils en sont arrivés là? C'est comme une sorte de vengeance qu'ils ont fait. Et je sais pas pourquoi. Ils veulent qu'on partage leur avis, mais par la force, non par l'exemple. Pour moi, dans l'islam, il n'y a jamais écrit qu'il fallait tuer des gens pour aller au paradis. C'est ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec l'islam. Je crois qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ils font ça parce qu'on leur a donné de l'argent ou bien, je sais pas. Mais ils savent pas ce qu'ils font. Ils veulent aussi nous manipuler pour changer de raison. Par exemple, nous, on pense à la paix et eux, ils pensent à la haine. Vous êtes sûr que ceux qui font des attentats, c'est musulmans? Ah, pour moi, oui. Ouais. Ça, c'est une grande question. C'est comme... Moi, je ne suis pas théologienne, je ne suis pas musulmane. Mais... Donc, pour moi, est musulman celui qui dit qu'il est musulman. Mais ils prétendent être musulmans, ils le disent, comme tu dis. Mais ça ne veut rien dire aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Hein. Je suis musulman et je fais des atrocités. Eh bien, on lui dit que ce n'est pas ça, un musulman. Tu prétends être musulman, mais tu es loin de cette religion. Mais il y a des fous toujours parmi nous. L'islam, c'est ce qu'en font les musulmans, en bien comme en mal. Le judaïsme, c'est ce qu'en font les juifs, en bien comme en mal. Et le christianisme, la même chose. Ce sont les hommes qui font vivre les textes, qui font vivre les religions. Et il faut toujours être vigilant d'un certain danger. Il y a effectivement toutes des religions différentes, avec un ou plusieurs dieux. Et puis il y a aussi toutes ces personnes qui vivent sans avoir besoin d'avoir un dieu ou de se rattacher à un livre sacré ou à quelque chose. Donc ça aussi, il faut l'englober dans le quotidien, parce qu'ils sont là, on est tous là, le monde appartient à tout le monde. D'accord ? En Arabie Saoudite, quand la femme est obligée de mettre le foulard, si elle ne le met pas, elle va se faire tuer. Ce qu'on voit aujourd'hui des femmes toutes couvertes, c'est pas l'islam, c'est la tradition de l'Extrême-Orient et de certaines tribus d'Arabie. Le voile d'une femme, c'est un choix de la personne. Il ne doit pas être ni imposé, ni on ne doit pas dire à une femme, tu ne conduis pas, tu mets le voile, non. Mais ne restez pas dans interdit, 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 parce que ça ne fait pas partie de l'esprit de cette religion. Aujourd'hui, si un homme a choisi de vivre avec un homme, ou une femme avec une femme, c'est leur liberté. Vous n'avez pas à les juger. Ils ont trouvé l'épanouissement dans ce qu'ils font, dans comment ils vivent. De quel droit, moi, je vais les juger? Et qui me dit que moi, je suis mieux qu'eux?
Ce qui me fait mal pour Molenbeek, c'est que je pense qu'il va falloir des années pour se remettre de ce cataclysme. Je me dis, après tout le travail qui a été fait pendant des années, tout ça est aux oubliettes. Voilà. Tout ça a été rasé au napalm et qu'il faut recommencer malheureusement tout à zéro. J'ai peur aussi qu'il y ait toute une génération qui soit stigmatisée à cause de ça. Malgré la violence et la peur, les associations culturelles de Molenbeek continuent leur combat. La Maison des Cultures redouble d'efforts face au repli sur soi. Au lieu de bombarder Raqqa, la France devrait bombarder Molenbeek. Raqqa en Syrie, Molenbeek en Belgique, d'où sont venus les commandos du vendredi 13. Mais les frontières entre pays européens ne servent plus à rien depuis les accords de Schengen. Ce qu'il dit, je trouve ça révoltant. C'est quoi cette façon de penser, quelques bombes de plus ou de moins en Syrie? Comme si, quand il lâchait des bombes, il n'y avait personne qui mourait. Ces gens qui meurent, pourquoi est-ce qu'on les regarde pas? Pourquoi on les regarde pas? Pourquoi est-ce que les médias ils restent pas des jours sur leur terre en train de les filmer? Pourquoi est-ce qu'il y a personne qui en parle? Pourquoi est-ce que tout le monde se comporte comme s'il y avait des vies qui en valaient plus qu'une autre? Ce que vous faites maintenant avec les photos, avec la vidéo, et même avec, mais il faut vraiment parler à tout le monde, quoi. C'est l'avenir qui est en jeu, c'est votre avenir. Dire voilà, ici c'est ma commune, ici c'est ma ville, ici c'est ma vie, et il appartient à tout le monde, tu vois. Et j'ai un devoir à construire un monde pour mes enfants avec tout le monde, avec tous les gens différents nationalités ou de religion. Ces jeunes de Molenbeek participent à un atelier vidéo-photo. Nous observons leur démarche artistique et leur engagement. Un regard vers l'autre, une écoute, une envie de comprendre, d'aller plus loin. Ce sont leurs armes pour combattre le radicalisme. J'ai vu qu'il y avait des jeunes qui s'engageaient dans le djihad comme un jeune finalement s'engage dans l'armée. Et qu'il y a d'autres jeunes qui s'engageaient dans le djihad comme certains jeunes s'engagent dans l'humanitaire. Ouais, c'est ça. Exactement pour les mêmes raisons. C'est pour combler les vides. Hein. Exactement pour les mêmes raisons. Et il ne faut surtout pas se dire, moi je vais essayer de comprendre globalement pourquoi ils partent. Parce que c'est impossible de faire. Ouais, c'est ça. C'est impossible parce que chacun part pour ses raisons. Moi, quand je discute avec les jeunes, c'est souvent ce qui revient, ce qui me dit ici, il y a rien, on n'est jamais, ils sont jamais, la plupart d'entre eux sont jamais sortis de Molenbeek. Ils n'ont pas ce rapport de mixité avec les autres, ils n'ont pas ce rapport de... Donc finalement, ils sont entre eux. Ils ne se projettent pas dans l'avenir. Ils n'ont aucune possibilité de pouvoir se projeter dans l'avenir. Ils n'ont aucune possibilité de se donner les moyens d'avoir des perspectives même d'avenir. Il y a quelque chose que moi je souligne très fort ici, dans ces quartiers populaires. Au lieu de challenger les gamins à l'école, on a rabaissé le niveau. Et ça, c'est une grave erreur, parce que comment les pousser à s'ouvrir à la connaissance? Moi, j'ai des gamins de 3e secondaire, donc les 15-16 ans, ils ne savent pas écrire. Je suis désolé, quand je dis qu'ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas écrire. Je ne parle pas d'orthographe ou de grammaire, je parle de mettre un mot sur une feuille. Mais ils ne sont pas intéressés. Mais voilà, mais pourquoi? Aujourd'hui, moi, quand je parle avec les jeunes, et même sans parler avec eux, moi, je le vois aussi. Il n'y a plus ces modèles, il n'y a plus... Chez qui les jeunes peuvent s'identifier aujourd'hui? Il n'y a plus de grands frères, il n'y a plus des... Alors, on a des modèles, mais ce sont des mauvais modèles. C'est-à-dire qu'on a des footballeurs. Là, moi, j'ai rien contre les footballeurs. C'est bien, c'est super d'être footballeur, on gagne des milliards. Non, bien sûr, mais c'est... Le problème, c'est que c'est difficile, ça devient inaccessible pour un jeune. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer ici, ça peut toucher toute l'Europe, d'une certaine manière. Parce que c'est un schéma qui touche tous les quartiers populaires de toutes les grandes villes d'Europe. Nous sommes admiratifs de l'abnégation de Fouad. Malgré les difficultés qu'il rencontre, Fouad ne lâche pas. Il se bat pour ouvrir les portes aux jeunes du quartier. Nous le suivons au MIMA, le nouveau musée d'art contemporain qui vient d'ouvrir le long du canal.
Et tu as vu, il a fait les trucs vraiment de manière asymétrique. Hein. Ouais, je sais, ouais. Et puis les gouttes, par contre, il les a balancées, il a laissé les gouttes couler. Donc c'est de l'ordre dans le désordre ou de l'ordre dans le bordel. C'est possible ça? C'est ça l'art. Tout est possible. Hein. L'art, c'est ça. Hein. Dans l'art, tout est possible. Le paradoxal. Et tu penses quoi le fait que tu viennes visiter un musée comme celui-là ici, dans ton quartier? Dans mon quartier, je suis très choqué parce que ce quartier-là, normalement, il n'y a que des voyous. Hein. Donc... Il y a que des fouteurs de merde comme on l'appelle. Non, c'est vrai. Donc, je ne pensais pas avoir un musée ici, dans un quartier comme ça. On dirait que c'est pas tout à fait droit, qu'il y a un angle. Ouais. Alors que déjà, non. Parce qu'en art, personne peut te dire non, c'est pas vrai. C'est pas beau, c'est pas ceci, c'est cela, c'est de là. Tu vas faire ce que tu sens. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Tu le sens bien, tu le fais. Ça fait plaisir d'entendre ça. Vous pouvez être fiers de ça, d'avoir dans votre commune un musée d'art contemporain. Bien sûr, c'est derrière chez vous, et vous pouvez y entrer, c'est pour vous. Donc c'est pas, regarde la preuve. Ici, tu as vu, ici c'est quoi? C'est derrière chez qui ici? C'est moi. C'est Ravissel, derrière. Hein? Tu vas là-bas, on voit tout Bruxelles. Quand tu es en hauteur, quand tu prends une hauteur par rapport à tout, tu as toujours une vue beaucoup plus large, une vue d'ensemble. C'est ça la symbolique aussi. 5 mois après notre première rencontre, Fouad nous confie qu'il n'est pas au bout de ses peines. Les subventions liées à l'éducation et à la culture sont revues à la baisse en Belgique, comme partout en Europe. Cette génération a un besoin urgent de repères. Alors pourquoi ces choix? Pouvons-nous vraiment prendre le risque de sacrifier une fois de plus notre jeunesse? On commence à se poser réellement la question, on se dit, est-ce qu'on ne doit pas commencer à penser, à trouver des moyens ailleurs? Parce que laisser tomber ces jeunes, c'est hors de question, c'est pas possible, pour plein de raisons. D'abord parce que, humainement parlant, c'est pas faisable, parce qu'ils ont besoin de nous, et parce que si on est conscient, citoyen conscient, on est obligé de s'occuper de cette génération-là, si on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu. Donc, si on ne fait rien maintenant, il ne faudra pas s'étonner des conséquences encore plus tard. J'ai vu des grands se faire fumer, j'ai vu des grands se faire coffrer. Tout ça, les pour du blé. Où va nous mener notre fierté? Bang, bang, bang. Des corps tombent, des balles pleuvent. Dingue, dingue, dingue. Ça sent le plomb, j'fuis les keufs. Oh, du haut de mes 15 ans. Oui, monsieur l'agent. Je pense qu'à faire de l'argent. Je pense qu'à faire de l'argent. Et si ça tire pour de la thune. Et si ça tire pour de la thune. Et si ça tire pour de la thune. Et puis ça tire pour de la thune. Cousin, je fais de la Mayenne barrée très loin. Tu veux partir très loin. Très. Pas très loin, pas non. Très loin. Très loin. Très loin. Très loin. Mais où, tu sais pas? Je sais pas. Mais tu veux partir d'ici? Loin. Entre novembre et mars, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de prendre ce bic, cette feuille et de commencer à écrire? Peut-être par la peur de un jour être radicalisé. Et donc ça te permet d'éviter? Pourquoi? Parce que tu t'exprimes, parce que c'est un moyen d'expression, pourquoi? Pour faire sortir ma haine. Tu penses que ces jeunes-là ne la sortent pas, la haine qu'ils ont? Si, ils la sortent, mais bon. Pas de la meilleure façon. D'une autre manière. Toi, tu penses que c'est une façon pour toi... Enfin, toi, tu le vis comme ça. C'est une façon pour toi d'extérioriser la haine que tu as à l'intérieur. Ouais. Et tu penses que c'est valable pour les autres aussi qui feraient ce genre de... Il y a plusieurs manières, il n'y en a pas qu'une. Ouais, d'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Tu veux me dire quelque chose comme ça d'une manière générale? Une vision globale? Ouais, pourquoi tu fais ce travail? C'est à moi que tu poses des questions. Je ne sais pas. Dédicace à Riri, Mohamed Smekzou, Reda Kadouri, Sami Hélène, à tout draré de Molem. On représente notre quartier dans n'importe quelle galère. Vas-y, dites-leur. Fouad. Tu me l'as fait ma dédicace. Je marche avec les mêmes têtes depuis tout petit. Je fume pas de pétard mais je fume des ennemis.
J'rôde toute la nuit. Et y'a maman qui se fait du souci.